messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite les principaux titres. La ministre de la Jeunesse et des Sports dément les informations selon lesquelles le président de la République aurait ordonné l'arrêt de la Supercoupe du 28 novembre à Nouadhibou. Journal, un flashback sur l'événement phare de la semaine, la célébration de l'indépendance nationale, un défi organisationnel relevé avec brio pour la première fois hors de Nouakchott. Enfin, les négociateurs de 195 pays réunis au Bourget, près de Paris, pour tenter de mettre en forme un projet d'accord sur le climat. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous. Aujourd'hui, 3 décembre 2015, journée internationale des personnes handicapées. Une équipe de TV Sahel a voulu en savoir plus sur l'état d'insertion des handicapés mauritaniens dans les structures d'enseignement dans notre pays. Elle s'est rendue au Centre supérieur d'enseignement technique à Nouakchott, qui assure une formation spécialement dédiée à cette frange de notre société. Et le reportage est signé Fatima D. 35 handicapés suivent ici une formation dans plusieurs secteurs, informatique, administration, droit. L'étudiant accumule les mêmes compétences qu'ailleurs. C'est la discrimination positive qui constitue l'un des éléments de la politique suivie en vue de promouvoir cette frange fragile de la population. Il y a plusieurs domaines au niveau de ce centre, l'informatique, l'administration, le droit, ainsi de suite. Les dirigeants de ce centre, jusque-là, s'occupent de nous et de l'organisation de nos études. Il n'y a pas de problème à signaler. Ici, nous sommes dans un centre qui nous permet d'acquérir un certain niveau dans les différentes formations que nous suivons. Nous en sommes fiers. Cette année, nous sommes un peu en retard point de vue études, mais l'année prochaine, je l'espère, ça sera beaucoup mieux. Reste que sur la voie publique, les handicapés sont encore oubliés. Aucune faveur particulière ne leur est accordée quand il s'agit de leur réserver une place dans la vie de tous les jours. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, aurait donné des ordres pour faire arrêter le match selon des médias nationaux et internationaux. La ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Koumbaba, dément cette information lors d'une conférence de presse tenue à Nouakchott, au siège de la Fédération nationale de football. La ministre affirme qu'il ne s'agit que de rumeurs sans fondement. A-t-il réellement donné des ordres pour faire arrêter le match? D'ailleurs, comment tout cela est arrivé? Le président de la République a-t-il été informé à temps de la décision de 2 présidents du club d'arrêter le match? Y a-t-il eu un manque de communication? Autant de questions qu'on peut se poser. À Nouadhibou, le soleil se couche à 18 h et le match a débuté tardivement, puisque les organisateurs ont pris tout le temps avec le défilé de majorettes. En tout cas, l'arrêt de ce match dans ces conditions a fait le tour du monde. Pour la ministre, le président de la République n'a jamais donné les ordres pour faire arrêter le match. Je suis personnellement descendu de la tribune pour demander au président de la fédération qu'est-ce qui se passe. Et il m'a répondu, le match... il fait bientôt la tombée, c'est bientôt la tombée de la nuit. On n'a pas pu commencer pour des raisons techniques le match à temps. J'étais en train de me concerter avec les présidents des clubs pour voir est-ce qu'on va reporter le match ou on va le suspendre. Les présidents des clubs ont décidé d'arrêter, de procéder à l'écourtement du temps réglementaire du match, puisque les 2 équipes sont à égalité pour procéder au tir au but pour les départager. Et ils souhaitaient que le trophée soit remis par le président de la République, donc qui a accepté de rester pour donner ce trophée. Et je suis remonté à la tribune, d'ailleurs ça a été vu à la télé, le président m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai donné la version que le président de la fédération m'a donnée. Il m'a dit, ils vont interrompre le match. Je dis, apparemment, ils sont en concertation et certainement ce qui va se passer. Voilà, tout ce que le président a fait, c'est de s'interroger, est-ce que ce qui va se passer? Et honnêtement, c'est
ce n'est pas seulement le fait de relayer et de donner une ampleur aussi grande à de la calomnie et des mensonges, mais ce qui est aussi choquant, sincèrement, en tant que Mauritanien, c'est de voir qu'on calomnie, qu'on discrédite un homme qui a tant donné au sport de notre pays. Pas parce qu'il est seulement le président s'est investi personnellement, à tous les niveaux, sur le plan financier, sur le plan technique, les déplacements. C'est pratiquement la seule fédération qui est totalement prise en charge sur le budget de l'État, sur instruction du président de la République, pour ses déplacements, ses frais, et au-delà. Pour la ministre, les auteurs de ces rumeurs n'apprécient pas peut-être les victoires continentales et internationales obtenues par le football mauritanien en raison de la priorité dont il bénéficie de la part du chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz. Un couac qui exprime le danger de l'instrumentalisation de l'information. Quand est-ce que les pouvoirs publics en Mauritanie sauront que la communication est une arme? Et pour plus de précision, nous recevons ce soir le président de l'FC Tavrazeina, M. Moussa Khairi. Monsieur Khairi, bonsoir. Avant tout, félicitations pour la victoire du FC Tavrazeina face à l'ASC Exar. Il y a une vaste campagne de communication médiatique suite à l'arrêt du match à la 63e minute. Vous étiez sur place. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement par rapport à ça? Écoutez, moi, je vous remercie d'abord pour essayer d'éclairer l'opinion par rapport à cette rumeur. Moi, je suis, d'abord pour ce match, je suis doublement concerné. J'ai la casquette du premier vice-président de la Fédération mauritanienne de football. Je suis aussi, comme vous l'avez bien souligné, le président du FC Tavrazeina. À ce titre, modestement, mon point de vue fait autorité et j'étais de la partie. Écoutez, ce qui s'est passé réellement, c'est qu'à un moment donné, et au vu de la tombée de la nuit sur Nouadhibou, on s'est rendu compte, le président de la fédération, d'ailleurs les organisateurs se sont rendus compte qu'on ne peut pas aller à terme du temps réglementaire de ce match-là. Donc, alors, il y avait deux possibilités s'offraient aux organisateurs. La première possibilité, c'est de remettre le match au lendemain, et la deuxième, c'est d'écourter les matchs et aller franco au tir au but. Alors, qui peut en ce moment valider cet état de fait? Ce sont les deux présidents concernés, les premiers concernés, un premier chef, à savoir le président de Tavrazeina et le président d'Ixar. En ce moment, on a été approché par le président de la fédération et il nous a mis devant ces deux possibilités. Et on a convenu, en parfaite concertation, d'aller illico presto au tir au but. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, ce que je trouve, moi, vraiment déplacé, c'est d'instrumentaliser cette histoire et de chercher à jeter les discrédits sur la première personne du pays. Mais par rapport, en fait, M. Khairi, aux horaires, par rapport à l'électrification du stade, pourquoi vous n'avez pas commencé le match un peu plus tôt? Écoutez, nous avons... le match a été calé sur un temps réellement acceptable. Savoir, il était convenu de commencer le match à 15h30. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce jour-là, le jour de l'indépendance, c'est pratiquement toute la Mauritanie s'est déplacée sur la ville de Nouadhibou. Et au début, je peux vous dire les deux équipes ont eu des problèmes d'accessibilité au stade. Tavrazeina et l'Exar ont eu des problèmes d'accès tellement que le stade était débordé, les gens étaient débordés. On ne s'attendait pas à une telle affluence. Ce qui a fait, il y a eu quelques incidents. Et je reconnais ici que c'est vrai qu'on a péché quelque part par un manque de communication, c'est tout à fait humain, ça peut arriver. Nous avons réussi tellement d'événements et ce jour, effectivement, c'est un jour un peu spécial, c'est pas un jour ordinaire, c'est le jour de l'indépendance délocalisé dans une capitale pas très grande comme Nouakchott et c'est ce qui a fait qu'on a eu des retards. Monsieur Khairi, cela fait un tollé, que ce soit à l'international, national, sur Twitter, Facebook. Un seul mot relie tous ces tweets, tous ces articles, c'est le président de la République. Écoutez, ça c'est très facile. Écoutez, quand on veut tourner en dérision un président de la République et un président africain de surcroît, les gens y vont à cœur de joie. Et moi, je peux vous dire que c'est tout simplement le triomphe du mensonge au détriment de la vérité. Parce que, je l'ai dit hier, on n'est pas allé chercher la bonne information à la bonne source.
cette activité, cet événement a été organisé. Et vous avez 3 institutions impliquées dans l'organisation du match. Bon, tout en sachant que l'organisateur principal, c'est la Fédération mauritanienne de football. On a d'un côté la fédération, unique organisatrice. Vous avez l'implication plus ou moins du ministère de tutelle, et vous avez en solo le protocole du président de la République. Donc vous avez 3 institutions. Et il y a eu peut-être un dysfonctionnement entre ces deux. Mais de là à dire, moi je vous assure que, Dieu m'est témoin, j'étais présent, de là à chercher à jeter le discrédit sur le président de la République en disant qu'il a arrêté ce match, moi je trouve que c'est ridicule, c'est pas sérieux, et les gens doivent apprendre à nous respecter, à nous respecter d'abord en tant que pays, à respecter nos institutions et à respecter notre président de la République. Et pourquoi une telle ampleur ? Ils ont peur par rapport à l'avancement du football mauritanien? C'est tout simplement, on a versé dans le sensationnel. Et on a cherché à tourner encore une fois en dérision un président de la République. Et c'est très facile en ce moment, c'est quelque part, que je me répète un peu, c'est le triomphe du mensonge au détriment de la vérité. À aucun moment on a cherché à toucher la source. Parce que pour avoir la bonne information, je me répète, il faut aller à la bonne source. Alors la source, ce sont les organisateurs, ou le ministère de tutelle, ou la Mauritanie. Vous ne pouvez pas, vous allez chercher, vous ne pouvez pas trouver une source fiable qui a dit qui a entendu le président de la République, qui a une information vérifiée, preuve à l'appui que ça s'est passé comme ça. Moi, je vous dis ici, en ma qualité d'abord de président du club qui était concerné, impliqué, à aucun moment la décision a été prise en concertation entre les 2 présidents du club et le président de la fédération. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Moussa Khairi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes Monsieur Moussa Khairi, président de l'FC Tavrarzena. Merci beaucoup. Pour la première fois dans l'histoire du pays, l'indépendance nationale est célébrée en dehors de Nouakchott, et c'est à Nouadhibou, la capitale économique, revenait la délicate mission de relayer ces défis. Mission qu'elle a réussi avec brio. Le récit est signé Mohamed Lemine Seyidi. 55 ans. La Mauritanie fête cette semaine son 55e anniversaire d'indépendance nationale. La fête a été dédiée aux forces armées et de sécurité, doublement célébrée à Nouadhibou et à l'Umreya. Le défilé organisé pour la première fois en dehors de la capitale Nouakchott a été l'occasion de voir se déployer toutes les forces de sécurité nationales. L'armée, la gendarmerie, la marine, la police, la garde nationale, le groupement de la sécurité routière, la protection civile et le tout dernier né des corps, les gardes-côtes. Une véritable démonstration de force qui vient assurer les Mauritaniens mais aussi les étrangers sur la capacité du pays à garantir son intégrité et à jouer un rôle dans la stabilisation de la région. Il y a quelques jours, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, avait été à l'Umreya pour célébrer au milieu des troupes le 25 novembre, fête des forces armées mauritaniennes. À quelques 800 km de Nouakchott, à 432 km de Ouadane, au milieu de nulle part se trouve la base militaire de l'Umreya. La région, naguère sanctuaire de trafiquants, est désormais sous contrôle des forces armées mauritaniennes qui ont entrepris de restaurer la souveraineté sur l'ensemble du territoire national après les multiples attaques et incursions des bandes terroristes en Mauritanie. Mission accomplie depuis la remise à nouveau des forces armées commencée en 2009. La première attaque terroriste a eu lieu en Mauritanie en 2005. Elle a provoqué la mort de 15 soldats et officiers. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes loin de cet incident affreux qui restera toujours dans nos mémoires. Nous faisons le maximum pour assurer la sécurité nationale et lutter contre les attaques terroristes. Comme vous le savez, nul n'est à l'abri des attaques terroristes. Mais avec la conjugaison des efforts, nous pouvons limiter leur existence au niveau national et régional. Les différentes forces de l'armée sont déployées pour assurer cette mission. Les Mauritaniens ont su très tôt que pour combattre le crime organisé, notamment le terrorisme,
Il fallait frapper vite et droit. La construction de la base de Rimreya, poste avancé dans la lutte contre le terrorisme et les trafics, permet justement de surveiller et d'anticiper les mouvements de l'ennemi potentiel grâce notamment à son aéroport qui a été complètement reconstruit. Une piste créée en 1973 par les sociétés d'exploration, l'aéroport reçoit aujourd'hui tous les vols de l'armée de l'air mauritanienne en attendant, pourquoi pas, de redevenir un aéroport de dégagement sur les routes aériennes reliant le nord et le sud du Sahara. Si le pays a pu éviter la déstabilisation, c'est parce qu'il a déployé une stratégie alliant l'effort militaire à la démarche intellectuelle. Des unités qui sont légères, des unités mobiles, des unités à même de se mouvoir d'elles-mêmes sans beaucoup de soutien, de manière autonome. Et nous avons aussi une approche intellectuelle aussi. Donc nous n'avons pas seulement lancé une approche sécuritaire, mais nous avons aussi une approche intellectuelle en engageant pour parler parfois avec les terroristes eux-mêmes dans les prisons pour essayer de les sensibiliser. Nous en avons ramené pratiquement les 98% et qui ont été libérés et qui actuellement vivent parmi nous de manière très... C'est ce qui permet aujourd'hui d'évoquer les attaques de l'Mqayti et de Tourine comme des souvenirs lointains qui ne risquent plus de se répéter. La Mauritanie fait partie des pays qui, sans être grands pollueurs, subit pleinement les effets néfastes du changement climatique. Nouakchott, la capitale, en est l'illustration. Mohamed Mokhtaroul Mokhtar. Nous sommes bien à Nouakchott, capitale de la République islamique de Mauritanie. Flaques d'eau, mares, maisons inondées, d'autres abandonnées. L'un des visages inquiétants de cette ville surgit de nulle part. On peut croire que les effets du dernier hivernage perdurent, mais en réalité, il s'agit de la conjugaison des phénomènes qui ne se limitent pas seulement aux eaux de pluie saisonnières, mais comprennent aussi les remontées souterraines et la menace de plus en plus précise d'une transgression marine. Tous ces effets sont aggravés par les effets des dérèglements nés du réchauffement climatique qui menacent désormais notre présent et hypothèquent notre avenir. Ici, nous ne sommes pas au bord d'une plage de l'Atlantique. Nous sommes bien dans un quartier chic de Nouakchott. Ici, les eaux stagnantes causent de nombreuses maladies. Les insectes, véritables vecteurs de parasites, infestent les lieux et prolifèrent à la surface de ces eaux. Le paludisme, la fièvre dengue sévissent parmi les habitants de la capitale depuis 2 ans. Pour faire face, les pouvoirs publics ont engagé une stratégie visant à limiter les effets des dérèglements enregistrés au cours des dernières décennies. Elle va du reboisement à l'utilisation des énergies propres en passant par l'interdiction d'importation des véhicules usagés de plus de 5 ans et l'utilisation des sacs de plastique. Cette stratégie est déroulée à travers 3 axes qui permettent l'atténuation des émissions de gaz de serre, l'adaptation au changement climatique et le suivi et évaluation des programmes mis en œuvre. En allant à Paris pour participer à la COP 21, le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz doit plaider les causes d'un pays qui émet très peu, mais qui subit de plein fouet les effets néfastes des dérèglements du climat. La Mauritanie demande près de 10 milliards de dollars pour financer sa contribution à cet effort universel. La solidarité internationale sera-t-elle au rendez-vous? Les négociateurs de 195 pays réunis au Bourget près de Paris pour tenter de mettre en forme un projet d'accord sur le climat s'efforcent de passer à la vitesse supérieure après que la présidence française de la COP21 a tiré la sonnette d'alarme sur proposition du G77 qui fédère 134 pays en développement, en émergent et du groupe latino-américain. Le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur le climat a remis après une nuit de travail une nouvelle version du texte. Celle-ci est plus courte mais elle confirme le maigre bilan tiré jeudi soir des 3 premiers jours de discussion et de plus de 50 réunions et de sous-groupes de travail. La COP21 s'était ouverte à Paris lundi dernier en présence de 150 chefs d'État et de gouvernement. Flashback sur cet événement planétaire. La capitale française a abrité lundi le démarrage des travaux de la conférence des Nations Unies sur le climat COP21
qui vont se poursuivre jusqu'au 11 décembre prochain en vue de trouver un accord historique. On prit part à ce sommet plus de 150 chefs d'État et de gouvernement qui ont alterné pour renouveler l'engagement en faveur d'un accord contraignant qui doit limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. 40 000 participants venus du monde entier prennent part également à cet événement planétaire. Dans son discours d'ouverture, le président de la République française a salué la qualité du dialogue régulier mené par la société civile dans la préparation de la COP21 et assuré sa détermination à obtenir un accord à la hauteur du défi climatique en faveur notamment des pays en développement les plus vulnérables. Mardi 1er décembre 2015, ouverture du sommet sur le thème « Défi climatique, solutions africaines » organisé dans le cadre de la COP21. Ce sommet a réuni 12 chefs d'État africains, la présidente de la Commission de l'Union africaine ainsi que des représentants de plusieurs gouvernements et institutions internationales, Banque mondiale, Banque africaine de développement. Au cours de ce sommet, le président français a affirmé son ambition que la COP21 permette la réalisation de projets concrets en Afrique, facilite l'adoption d'un modèle de développement plus sobre en carbone et accompagne l'adoption au dérèglement climatique observé sur le continent. Il a rappelé que l'Afrique, qui n'était pas responsable du changement climatique, en subissait pourtant déjà les plus graves conséquences. Les questions des financements, du mécanisme de révision à la hausse des contributions nationales, de l'action à mener avant 2020, mais aussi de la sécurité alimentaire, de l'intégration des droits fondamentaux dans l'accord et du prix du carbone. Le président a indiqué que la France triplerait progressivement ses engagements bilatéraux en Afrique pour atteindre 1 milliard d'euros par an en 2020. Cet effort répond à la demande des pays africains que les financements en faveur du développement durable soient davantage qu'aujourd'hui consacrés à l'adoption des dérèglements climatiques. Les échanges ont porté tout particulièrement sur l'indispensable soutien aux pays en développement et aux pays les plus vulnérables pour s'adapter au réchauffement climatique. Et pour mettre fin à cette édition, l'actualité internationale en bref et en images avec Ali Abbas. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui vous ont permis de suivre l'information chez vous. Tout de suite, le rappel des principaux titres. La ministre de la Jeunesse et des Sports dément les informations selon lesquelles le président de la République aurait ordonné l'arrêt de la Supercoupe du 28 novembre à Nouadhibou. Dans ce journal, un flashback sur l'événement phare de la semaine, la célébration de l'indépendance nationale, un défi organisationnel relevé avec brio pour la première fois hors de Nouakchott. Et puis les négociateurs de 195 pays réunis au Bourget près de Paris pour tenter de mettre en forme un projet d'accord sur le climat. Merci mesdames et messieurs, les programmes se poursuivent sur votre chaîne privée Sahel TV.